2 mois après, j'appelle pour faire un suivi. Il n'avait pas encore. On est nouvelles. Ouais. Il avait récolté, mais il n'avait pas encore vendu. Après 90 jours, il n'avait toujours pas vendu. Après 1 an, il avait 1 an? Wow. eu de succès dans le milieu entrepreneuriat agricole spontané. Je ne l'ai pas vu, donc je m'étais préparé à ça. Je n'avais pas vu de modèle qui ait lancé une activité dans ce secteur et réussi au premier coup d'essai. J'ai vu des entrepreneurs agricoles à succès avec des cicatrices. Quand j'observais, je les ai vus avec des marques. Je les ai vus et ces marques, c'était l'expérience. On va revenir au coq comme avant. Oh, ils avaient leur propre modèle et tu débarques et tu as envie de tout transformer, ils ne comprennent pas. Même quand tu as envie de mettre des marges d'intérêt que tu as sur un thème d'argent, ils ne comprennent pas. Mais quand tu leur dis, je te donne l'équivalent de 10 sacs à la récolte, le 11e sac, c'est l'intérêt, ils comprennent. Parce que ça fait partie de leur culture. Souvent, quand on parle des défis de l'entrepreneuriat, on parle de financement, on parle d'accès aux intrants, on parle souvent même d'environnement réglementaire, de taxes, de fiscalité, mais l'accès à l'électricité, ouais, quand même, faut y penser. Et ça, c'est vrai que ça se découvre pas ailleurs que sur le terrain. Aujourd'hui, l'influence ne se limite plus à la visibilité. Elle repose sur le contexte, la crédibilité et la qualité des récits que l'on associe à son nom. Mian Media est une plateforme éditoriale conçue pour les leaders, les entreprises et les organisations qui souhaitent prendre la parole avec sens et impact. Dirigeants, entrepreneurs, cadres influents, entreprises, institutions, grands groupes. Vous portez des projets, des visions, des engagements qui méritent d'être compris, valorisés et relayés. Mian Media, c'est des magazines engagés, des productions audiovisuelles premium, des podcasts, des formats événementiels à forte valeur ajoutée. Un environnement exigeant où les parcours inspirent, où les marques s'expriment et où les idées prennent de la portée. Parce que communiquer, aujourd'hui, ce n'est plus seulement être vu, c'est être légitime. Avec Mian Media, donnez à votre parole et à votre marque la visibilité qu'elle mérite. Réservez dès maintenant votre espace d'expression. Bonjour et bienvenue sur AgroMakers, votre podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes qui réinventent l'agriculture africaine au quotidien. Aujourd'hui, nous recevons un profil qui incarne parfaitement ce qu'on aime raconter ici, des trajectoires engagées, des parcours construits sur le terrain et surtout une vision forte de l'agriculture africaine. Mon invité du jour est un entrepreneur agricole ivoirien, mais surtout un innovateur social. Il fait partie de cette génération d'agripreneurs qui ont décidé de repenser l'agriculture, non pas comme un secteur de subsistance, mais comme un levier de transformation économique et sociale. Fondateur de Grainotech, une initiative qui vise à faciliter l'accès aux semences de qualité pour les petits producteurs, il s'attaque aujourd'hui à un enjeu clé, celui de la souveraineté alimentaire et de la productivité agricole en Afrique. Son engagement lui a valu d'être reconnu à l'international, notamment à travers le classement des 30 jeunes de moins de 30 ans les plus prometteurs de Forbes, le prix de la fondation Tony Lumelu en 2016, le prix Castel en 2018, le second prix national d'excellence de l'innovation agricole en 2019 et plusieurs autres distinctions dans l'écosystème de l'entrepreneuriat africain et de l'innovation sociale. Mais au-delà des titres et des projets, c'est surtout une histoire que nous souhaitons raconter. Une histoire de terrain, de conviction, de défis et de résilience. Une histoire qu'il partage aujourd'hui à travers ses initiatives, mais aussi à travers son livre dont nous parlerons dans cet épisode. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Daniel Oulahi. Daniel, merci d'être avec nous sur AgroMakers. Merci de m'avoir invité. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va te laisser te présenter. D'où est-ce que tu viens? Quelle est ton histoire? Quelles sont tes origines? Comment tu es arrivé à l'agriculture? Et donc, dis-nous tout. Qui est Daniel Oulahi, l'homme au chapeau? D'accord.
Daniel, c'est un, un citoyen qui est très attaché au sens et à l'humain. J'ai fait des études d'agroéconomie et d'agroécologie. Je suis de père pasteur et je suis de mère libérienne et de père ivoirien. Ivoiro-libérien. C'est ça. Double nationalité? Alors non, j'ai que la nationalité ivoirienne, mais je suis né au Libéria. Ok. Donc, je suis né au Libéria et je suis né en pleine guerre libérienne. Ah ouais. Donc, j'ai une histoire, j'ai une trajectoire un peu d'expérience humaine qui ont forgé ma jeunesse, qui m'ont permis donc de, de donner du sens et de l'engagement à mon parcours. Parce que très jeune, j'ai connu ce que c'est que la guerre. Ah oui, j'imagine. J'ai vu des gens vivre des défis, des difficultés, du manque. Donc, j'ai eu tout ce parcours-là et je pense que pendant mes études professionnelles ou même ma formation académique a été pour moi beaucoup plus un laboratoire qui m'a préparé à ma vie professionnelle parce que en allant à l'université, j'étais convaincu que j'allais être au service de l'humain, j'allais être au service des autres, donc je partais chercher des compétences. Donc, je pense que j'ai eu la chance d'être très tôt exposé aux réalités de notre écosystème, aux réalités du continent, et ça m'a permis de très vite identifier ma voie. Donc, on est dans la configuration d'un entrepreneur qui a d'abord trouvé sa voie avant de choisir ses études, avant de s'inscrire dans un parcours professionnel. Bien souvent, on a le cas inverse. On va à l'école. À l'école, on décide de ce qu'on veut faire dans la vie et on continue les études dans ce sens. Mais là, on a vraiment un parcours inverse et c'est très intéressant parce que ça permet aussi de vraiment tirer tout ce qu'on doit tirer des formations qu'on fait, surtout d'être très intentionnel dans sa démarche parce qu'on n'est pas en train de tâtonner, mais on a déjà un projet déjà construit qu'on est en train de chercher à mettre en forme. Et ça, c'est très bien. Alors, ma deuxième question sera sur pourquoi l'agriculture? Quel a été votre premier contact avec l'agriculture et comment est-ce que vous avez choisi d'en faire votre vocation? Alors, je pense que le déclic est partir essentiellement je pense qu'en 2015-2016, je rédigeais mon pré-mémoire sur l'accès au marché des produits de terroir. Et puis, je suis allé dans l'ouest du pays et je me suis rendu compte que derrière les greniers souvent remplis après les récoltes, c'était la subsistance. Donc, des gens qui produisaient pour nourrir les villes et souffraient d'insécurité alimentaire. C'était un paradoxe qui m'avait choqué. Je sentais qu'il y avait une démarche, il y avait quelque chose à faire et pour faire basculer en fait ce narratif. Et je pense que depuis déjà ces classes-là, je sentais déjà l'appel et j'avais commencé à faire des initiatives autour des semences dans le secteur. 2017, la Granothèque était née. C'était plus une structure d'engagement pour préserver la diversité génétique des semences. C'était vraiment ma porte d'entrée. J'avais envie de contribuer, faire des choses. Et le déclic et tout a vraiment basculé lorsqu'en fin 2017, 2018, l'un des majeurs de notre promotion, on décide donc de faire de l'agriculture. Donc, il retourne à la terre, il se lance déjà lui, son père décède en 2018 et donc il n'arrive plus à financer ses études et tout, et donc lui il retourne à la terre. Donc un retour à forcer. Donc du coup, il se lance dans la culture du maïs
Et en mai 2017, il m'a invité, 2018, je suis allé visiter son exploitation. J'ai vu un jeune épanoui. J'étais content. Et il avait fait, je pense qu'il avait 30 hectares de maïs en production. Ouais, C'était énorme. quand même. Ouais. Il était déjà habitué à la production de maïs? Je pense qu'il était à sa deuxième fois. Et 10 ou 30 hectares, je ne me souviens plus. Et je sais juste que il projetait, après sa récolte, faire un chiffre d'affaires d'une dizaine de millions. Et pour moi, c'était très bien. Il en parlait avec fierté. Et ses plans se portaient bien. Et donc, il devait récolter et vendre dans 45 jours. Et donc, je rentre. 2 mois après, j'appelle pour faire un suivi. Il n'avait pas encore. On est nouvelles. Ouais. Ah, Il avait récolté, mais il n'avait pas encore vendu. Après 90 jours, il n'avait toujours pas vendu. Après 1 an, il n'avait. 1 an? Wow. Donc, les Chalençons ont commencé à gâter sa production. Et en fait, les multinationales qui avaient promis racheter sa production avaient maintenant décidé d'aller s'approvisionner à l'étranger, là où on pratiquait la production de maïs de façon intensive. Donc, lui, il avait une production qui n'arrivait pas à vendre. Et il s'était endetté pour faire cette culture-là. Il avait beaucoup de pression. Donc, j'appelle, je pense que 2 ans plus tard, j'ai quand même appelé, j'arrivais pas à le joindre. Donc, j'appelle sa mère. Et puis, elle m'a reçu. L'environnement d'accueil était fort. Donc, j'ai senti un silence qui était très éloquent. Donc, et après, je me rends compte qu'en fait, sous pression, il avait décidé d'aller en Europe. Et sauf qu'il est passé par la Libye, ça s'est pas très bien passé. Et puis, mais ma soirée était vraiment difficile. Et je me suis rendu compte que beaucoup d'autres jeunes souffraient en fait de cette même difficulté. On pousse des gens à aller vers un secteur qui n'est pas structuré. Où souvent, les marchés existent, mais les marchés sont réservés à une certaine classe par des accords datés, anciens, et on n'y a pas accès, on produit sous le soleil et on n'a pas accès au marché. Ça m'a interpellé. Je me dis qu'il faut que d'autres jeunes ne subissent pas ça. Oui, il fallait faire. Donc, je pense que l'entreprise a pris toute une tournure. Je me suis retrouvé en train de basculer totalement en tant qu'entrepreneur qui devrait apporter maintenant des solutions économiques à des acteurs qui sont des nécessiteux. Donc, du coup, la banque classique ne comprend pas ce narratif. Donc, je me suis retrouvé dedans et puis il fallait trouver des solutions. Il fallait faire quelque chose. Non, parce que comment est-ce que je me retrouve dans l'entrepreneuriat agricole? D'accord. Donc, l'agriculture, ça a été parce que tu aimais ça? Parce que tu as vu un besoin? Ouais. Et ensuite, le côté social est venu beaucoup plus de l'histoire tragique de ton ami. Il est encore en vie, ton ami? Non, malheureusement. Alors. Malheureusement. C'était... ouais. Mais après, je pense que ça... Désolé. Oui, mais je dis que c'est... Tu sais, des gros projets se bâtissent généralement sur des raisons profondes. Et moi, j'ai plus d'une raison pour continuer. Parce que les raisons pour lesquelles je me suis engagé dans l'entrepreneuriat dépassent les questions d'argent et de gain. Ouais. C'est des raisons, c'est des histoires, c'est des raisons humaines, c'est des raisons qui touchent à l'émotion et ça fait que en réalité, ça te permet de te rappeler ce pourquoi tu t'es engagé, ça te permet de carburer et de continuer d'avancer. D'accord. Et c'est très bien, c'est une histoire triste, mais qui a servi. Ouais. Le bon point, c'est qu'aujourd'hui, on a Daniel Oulahi, l'entrepreneur social. On a surtout la granothèque. On a la granothèque aussi. Et on a surtout tout un environnement qui travaille pour que les histoires comme celles que tu viens de raconter ne se reproduisent pas. Et ça, c'est vraiment très noble.
Et ça m'emmène à une question. Tout à l'heure, tu as dit que ton père est pasteur. Donc, je suppose que tu es croyant. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui a été un déclencheur, un facteur ou un élément qui a renforcé cet engagement social? Oui, clairement, mon père pasteur, grand-parent agriculteur, donc mon père aussi vivait de l'agriculture. Et mon père a des exploitations de palmiers à huile, mon père avait la pisciculture depuis déjà les années 90. Donc, entre la semis du samedi et le sermon du dimanche, donc finalement, mon enfance a été bercée dans un écosystème de sens. Donc, nourrir l'humain, nourrir le corps le samedi et nourrir l'âme Dimanche. j'ai vraiment grandi dans cet environnement-là qui a façonné l'homme que je suis aujourd'hui. Donc, ça fait que aujourd'hui, je suis plus un entrepreneur de sens et qui est très orienté à la recherche des fondamentaux et ça fait que cet homme que cet environnement a bâti se questionne beaucoup. Je me suis même questionné sur le rôle de l'entreprise. Vu aujourd'hui ce qu'on fait de l'entreprise, la course vers le gain, la course vers les prestiges, la course vers la réputation. Pour moi, c'était pas ça le fondement de l'entreprise. On est allé vers l'entreprise parce on voudrait des gens qui allaient apporter des réponses à l'humain. Donc, c'était des serviteurs, les entrepreneurs. À l'époque, c'était comment se vertir, comment se nourrir, comment se soigner, comment se loger, comment se déplacer. Donc, c'était une classe de personnes qui étaient consacrées au commun, consacrées à l'humain pour apporter des solutions, pour permettre aux autres donc de pouvoir avoir des réponses à leurs défis au quotidien. Donc, il y avait le gain, mais l'idée le gain qu'on permettrait donc de s'inscrire dans la durée, d'amplifier l'activité, d'amplifier l'action, mais de plus en plus, comme le disait quelqu'un, la science sans conscience ruine. Donc, on est arrivé à un modèle d'entrepreneuriat où la conscience humaine de plus en plus commence à faire défaut et donc tout le monde, on est prêt à appauvrir pour s'enrichir. Donc pour moi, j'avais besoin en fait de me re-questionner quelle entreprise j'ai envie de construire, qu'est-ce que j'ai envie de vraiment faire. Est-ce que je veux aussi être de ces entrepreneurs-là qui ont pour seul indicateur le chiffre d'affaires et les milliards à bâtir ou j'avais envie d'avoir du sens. Je pense que mon enfance a contribué de trouver ma voie. C'est que je voulais faire une entreprise qui a du sens, qui aide la communauté, qui enrichit et qui ne s'enrichit pas en premier et que la richesse soit une conséquence partagée. Un entrepreneur qui n'est pas capitaliste du tout. C'est inhabituel. Ou un capitalisme à visage humain. Est-ce que ça existe, le capitalisme à visage humain? On veut bien le croire. Pour aller un peu plus sur la granothèque, vous avez commencé par une banque de semences. Donc, pourquoi avoir commencé par là? Pourquoi les semences? Pourquoi pas, par exemple, le financement? Pourquoi pas la mécanisation et avoir choisi de débuter avec les semences? Parce que tout agronome te dira qu'une plante, qu'un champ qui réussit, c'est une bonne semence plantée. D'abord. La semence, c'est la porte d'entrée de l'agriculture. Pour avoir une bonne culture, une bonne récolte, il faut une bonne semence. Donc pour moi, ces petits pépins qu'on enfouit dans le sol, c'est la clé de la prospérité partagée. Donc, et malheureusement, c'était pas suffisamment perçu. Pour moi, il était important. Et c'est d'ailleurs encore ça l'enjeu de la bataille du contrôle géopolitique de l'agriculture. Quand les économistes ou les financiers véreux ont mis les pieds dans les laboratoires, on a commencé à avoir des OGM.
Donc, les semences génétiquement modifiées, stériles, parce que on s'est rendu compte que pour contrôler l'agriculture, il faut contrôler la semence. Contrôler la semence. Donc, un agriculteur qui veut garder sa liberté doit garder sa semence paysanne. Donc, pour moi, on avait une classe ouvrière, une classe paysanne qui n'était pas suffisamment formée, éduquée à la question des semences. Donc, je me suis donné pour vocation de travailler sur le sujet, parler de la semence, sensibiliser sur la nécessité de préserver la diversité génétique de semences parce que c'était une question de souveraineté. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que tu fais dans Granotech. Ah oui, on le fait. Tu utilises toujours en partie les semences paysannes. D'ailleurs, le riz sur lequel on travaille, qui est le riz d'anané, ce sont les écotypes de semences paysannes. C'est pas des hybrides. Ok. C'est très bien. Et il y a aussi des agriculteurs que tu formes qui utilisent des semences paysannes. Ouais, alors tous les acteurs avec lesquels on travaille, dont le produit passe à travers nos unités, doivent respecter un cahier de charge. Et ce cahier de charge met en avant les semences paysannes. D'ailleurs, on vient de lancer, il y a la semaine dernière, la caractérisation agromorphologique, physico-chimique et de tous les écotypes des variantes du riz d'anané. L'idée, c'est ça, c'est de pouvoir aussi doter des territoires d'un patrimoine scientifique autour donc de ce patrimoine génétique. Parce que il y a aussi un narratif et un gros débat d'idéologie scientifique. Pour moi, il faut aussi apporter la science pour venir justifier et certifier tout ce qu'on fait autour des semences paysannes pour être compétitif, parce que l'idéologie ne suffit pas. Il faut aller au-delà de l'idéologie, parce que dire à un agriculteur de continuer de produire ses semences paysannes, il faut mettre en place un dispositif pour lui permettre de vivre de son activité. C'est ça, parce que souvent on est vraiment dans le mood de militantisme, panafricanisme, on dit beaucoup de choses sans forcément regarder les répercussions derrière. Donc c'est vrai qu'il faut regarder, si on veut faire la promotion des semences, il faut faire en sorte. Alors, déjà, le travail scientifique, c'est d'abord la recherche, c'est pour améliorer. Donc, c'est clair que les semences hybrides auront de meilleurs rendements. Mais il faut faire attention au narratif du rendement. Le narratif du rendement, se limiter au rendement comme indicateur de choix, c'est une erreur d'appréciation. D'accord. Parce que utiliser une semence améliorée avec un itinéraire technique qui est exigeant aux utilisations d'intrants, ça change le narratif. Je donne un exemple simple. Si moi, je prends une semence paysanne et que j'ai seulement 2,5 tonnes à l'hectare, sans apport d'intrants, Aucun apport d'intrants. et que j'ai 2,5 tonnes à l'hectare, c'est totalement, il y a une compétition par rapport à un agriculteur qui prend une semence hybride, qui a jusqu'à 4 tonnes à l'hectare, mais sauf que lui, il a dépensé peut-être 650 000 francs en amendement. Mais ouais. Quand l'amendement est en lutte contre les ravageurs. Donc, il y a tout ça qui accompagne le package de la semence hybride. Donc, faut juste faire attention au narratif au narratif du productivisme qui est aussi souvent un discours commercial. Donc ça, il faut le garder à l'esprit. Le plus important dans l'agriculture, ce que j'essaie de dire, de partager avec bien d'autres, ce n'est pas forcément la quantité. C'est la chaîne de valeur que vous mettez en place. Moi, je peux produire du riz et faire un chiffre d'affaires annuel de 700 millions et avoir beaucoup plus de revenus par rapport à quelqu'un qui fait un chiffre d'affaires d'1 milliard et dont la marge est peut-être de 100 millions. C'est peut-être de 100 millions. Donc, tout est une question de positionnement. C'est pour qui tu produis. Nous, on est généralement sur les niches. On n'a pas vocation à nourrir tous les Ivoiriens. On a vocation à nourrir une niche
Un seul entrepreneur ne peut pas nourrir que les Ivoiriens vont avoir. On a vocation à nourrir une niche de population qui veulent se nourrir éclairés, qui veulent savoir ce qu'ils mangent, qui veulent savoir dans quelles conditions le produit qui atterrit dans leurs assiettes a été cultivé, a été produit, avec quel produit, est-ce que ça a été intensement amendé, est-ce que ça atterrit dans leurs assiettes avec des résidus de produits phytosanitaires ou non. Il y a cette classe de consommateurs qui sont très regardants sur leur consommation et qui sont prêts à payer le prix. Et qui est croissante. C'est une classe qui est en train de grandir parce que les gens regardent de plus en plus ce qu'ils mangent, c'est ce qu'ils mettent dans leurs assiettes. Nous, on est très sur une stratégie de niche. Donc, et ça, pour l'instant, ça nous suffit. Et en termes de qualité organoleptique, ça se vaut, c'est meilleur? Alors, déjà, on riz cultivé en montagne. Tout produit cultivé en montagne, c'est un environnement qui confère au produit des caractéristiques organoleptiques meilleures. De par son niveau de positionnement, qu'il soit au sommet ou sur les flancs. C'est un environnement qui est propice à conférer au produit un certain nombre de caractéristiques. Ça, que ce soit avec le café de montagne qui n'est plus à démontrer, beaucoup d'autres cultures, c'est des environnements propices à un certain nombre de cultures et qui confèrent au produit un certain nombre de caractéristiques meilleures. Donc oui, je pense que tout amateur de riz en Côte d'Ivoire a déjà une fois entendu parler du riz d'année. Oui, c'est sûr. Et c'est d'ailleurs même usurpé aujourd'hui. On a des riz d'année sans savoir si c'est vraiment Vous savez vraiment de d'année. Mais je pense qu'au-delà de ces idées reçues, il faut apporter un travail scientifique. C'est pourquoi on a commencé à faire de la caractérisation. On a recruté des chercheurs venants qui sont en train de faire un travail d'ici décembre prochain. Au-delà du narratif naturel qu'on a, de la réputation naturelle acquise, il aura une base scientifique solide pour venir effectivement accompagner le produit et rassurer davantage les consommateurs. On doit faire face au riz importé, il faut qu'on ait les moyens, les outils de faire cette bataille. Oui, c'est sûr. Et puis, le fait d'apporter des arguments scientifiques, c'est quelque chose qui rassure parce que souvent on dit c'est bio, c'est bio, c'est bio. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est bio? Pour qu'on puisse avoir ces études-là qui sont menées, qui permettent de rassurer la niche sur laquelle on est. Et puis, pourquoi pas d'attirer les consommateurs lambda qui ne regardent pas forcément ce qu'ils mangent, mais quand ils vont voir les résultats de l'étude, de montrer les effets sur la santé, de montrer les effets sur la qualité de vie, la longévité, je pense que tout le monde veut vivre longtemps et heureux et en bonne santé. C'est ça. Donc, tant qu'on peut y mettre le prix, pourquoi se priver? Il faut y aller et puis, il faut sortir une narrative sur lequel, par soutien patriotique, le consommateur doit acheter tout de suite des produits terroirs. Non. Pour moi, c'est pas suffisant. C'est vrai que c'est pas suffisant. On veut bien soutenir l'entrepreneuriat local. Il faut que ce soit gagnant-gagnant. Je veux dire, le consommateur ne va pas soutenir à perte. Il faut rassurer le consommateur, il faut travailler de sorte que ton produit soit compétitif. C'est aussi la responsabilité de l'entrepreneur. Moi, je pense que aujourd'hui, on est vraiment sur ce axe-là. Chacun va jouer sa partition, mais nous, en tant qu'entrepreneur, on a une responsabilité multiple. Donc, qui est celle de garantir aux consommateurs une traçabilité, un climat de confiance au produit et de lui rassurer non seulement de l'origine, ça, de la qualité, ça, c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment réfléchir, il faut pas se leurrer. D'accord. C'est très bien pris. Donc, vous avez conçu la Learnotech comme d'abord comme une base de données de semences. Ensuite, ça a évolué vers une entreprise. Mais quelles ont été les étapes que tu as suivies dans la création de ton entreprise? Parce que c'est vrai que ça a été un projet évolutif, mais je pense que peu importe la façon dont une entreprise commence, il y a des étapes qu'il faut respecter, surtout dans le domaine agricole, pour pouvoir s'assurer de la pérennité de l'entreprise. Donc, pour toi, comment est-ce que ça a commencé tout ça? Observer. D'accord. Tester.
échouer, reprendre, Ok. rectifier. Je, 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 je dis, c'est que il n'y a pas meilleure école d'apprentissage que le chemin d'entrepreneuriat. Je comprenais en termes, en vérité, je vous le dis. N'est-ce pas? J'ai pas vu de succès dans le milieu entrepreneuriat agricole spontané. Je l'ai pas vu, donc je m'étais préparé à ça. J'avais pas vu de modèle qui ait lancé une activité dans ce secteur et réussi au premier coup d'essai. J'ai vu des entrepreneurs agricoles à succès avec des cicatrices. Quand j'observais, je les ai vus avec des marques. Je les ai vus et ces marques, c'était l'expérience. C'était le vécu. C'était les difficultés. C'était des plaies, des traces du challenge. J'ai entendu parler de ça. Je l'ai vu, je l'ai touché du doigt. Et donc, moi, je pense que le parcours, le parcours, c'est déjà l'école de la patience. Si tu n'es pas patient dans ce parcours, alors tu vas devoir faire avec. Je vais apprendre la patience à la dure Et ça, avec les échecs. c'est vraiment un passage obligé. Et je pense c'était ça, donc on était préparé. On a observé, on était préparé, on a testé, donc on n'a pas mis tout de suite de gros moyens, on a testé, on a pris le temps d'échouer avec nos premiers coups d'essai, ensuite rectifier la trajectoire, l'adapter aux réalités de terrain, parce que souvent tu sors d'école d'excellence, tu sors du milieu urbain, tu as l'impression d'avoir la science infuse, tu te retrouves en milieu rural, les gens ont leur pratique. Ah, c'est ça, les gens ont leur pratique. Il faut en tenir compte. On ne vient pas imposer. Le changement, ça se conduit tout doucement. Tu vois, aujourd'hui, on est sur un modèle économique, par exemple, dans la filière riz, où on fait des prêts en service payés en récolte. Ok. Mais service de mécanisation. Oui, et payés en récolte. Parce que sur un territoire où les gens ont toujours fonctionné comme ça, la bonne dame, elle va voir le boutiquier d'à côté. Pendant la période de saison, elle prend 10 000 francs avec le boutiquier pour prendre des manœuvres pour aller défricher son bas-fond. Et ensuite, à la récolte, elle lui donne un sac de riz. Elle ne donne pas de l'argent. Donc, ils avaient leur propre on va revenir au coq comme avant. Ils avaient leur propre modèle et tu débarques et tu as envie de tout transformer, ils ne comprennent pas. Même quand tu as envie de mettre des marges d'intérêt que tu as sur un thème d'argent, ils ne comprennent pas. Mais quand tu leur dis, je te donne l'équivalent de 10 sacs et à la récolte, le 11e sac, c'est l'intérêt, ils comprennent. Parce que ça fait partie de leur culture, ça fait partie de leur démarche. La responsabilité, nous, d'entrepreneurs, c'est pas de changer les habitudes des gens. C'est d'apporter des modèles économiques qui s'adaptent aux habitudes et à leur réalité et qui leur permettent effectivement de se retrouver dans votre modèle économique. C'est vrai. Parce que sinon, il y a de la résistance. C'est difficile. Donc, pour toi, l'observation, ça a été d'observer le terrain, d'observer les devanciers. Surtout pas d'observer les fichiers Excel qui font des prévisions de rentabilité. Et fais attention aux beaucoup trop de coachs sur nos réseaux. La réalité du terrain est totalement différente de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Et je t'assure que j'ai beaucoup plus appris sur le terrain que ce que l'école m'a enseigné. Voilà. Mais je pense que c'est la meilleure école d'apprentissage, c'est sur le terrain que tu vas le faire au fil des réalités que tu rencontres. Donc voilà, c'était ça je pense que le parcours, ça a été vraiment ça, hein. Ça a été tester, observer, tester, échouer, reprendre, rectifier, et puis apprécier les petits succès et amasser peu à peu. Peu à peu, la patience. La patience est un chemin d'or, comme on dit. Donc, ça a été observer, tester, essayer, échouer, reprendre, s'ajuster en permanence parce que dans l'entrepreneuriat, on n'a jamais fini de s'ajuster. Mais je pense que là, on est arrivé quand même à un point d'équilibre.
Ouais, et qui est défini. On, on a maintenant un plan de développement très clair. On sait où on sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Je pense que il y a quand même une certaine stabilité qui est là. Il y a aussi de l'historique qui est en place. On commence maintenant à s'ouvrir, à, à ouvrir notre capital à d'autres acteurs qui intègrent. On commence à recruter des profils plus aboutis. Donc ça, je pense que c'est quand même une très belle avance. Oui, c'est sûr. Et combien de temps ça a pris pour atteindre tout ça? Pour atteindre au moins le point d'équilibre où on sait maintenant ce qu'on fait, comment le faire et avec qui y aller. Comment ici? Au moins 6 ans. Chers entrepreneurs, ne soyez pas pressés du tout. 6 ans, dans le temps d'une vie, 6 ans, c'est relativement court. Mais pour un entrepreneur qui a vraiment le feu, qui veut des résultats, 6 ans, ça peut être long. Donc, c'est important. Avec toi, on n'a même pas encore atteint notre seuil de rentabilité. Ah ouais. Aujourd'hui. Après 10 ans, Ouais, autour de 9 ans, 10 ans, on n'a pas encore atteint notre seuil de rentabilité. vous avez compris. Je ne ferai pas d'autres commentaires. Derrière les chiffres qu'ils attendent, c'est pas encore le seuil de rentabilité. Alors qu'il y a quand même du chiffre. Ah oui, c'est clairement. Clairement. Ça viendra. Et vous l'envisagez pour combien de temps à peu près? Alors, le seuil de rentabilité, fin 2026, c'est sûr. Mais je veux dire que l'industrie, c'est cette année. L'industrie, c'est cette année. On passe La transformation? en l'industrie cette année. Décembre 2026, c'était l'objectif de l'industrie. Ah oui, donc il y avait beaucoup d'investissements à prévoir. Et oui, c'est-à-dire que c'est toute une usine qui est en train d'être construite. Donc, et puis, faut prendre le temps, maîtriser, comment je vais dire ça, le schéma industriel et la difficulté, c'est que vu qu'on travaille avec des acteurs qu'on ne peut pas dérisquer aussi facilement, ça rend la démarche plus complexe. Donc, ça fait que vous devez tout penser vous-même. Si mes fournisseurs étaient les entreprises qui me fournissaient du paddy, et je pouvais bâtir l'industrie en 1 an, 2 ans. Oui. Parce que les contrats sont clairs, ma banque comprend, elle me met un DAT ou un découvert, je vais très vite. Mais quand je dis que en fait, celui qui me vend le riz, c'est une bonne femme qui a un demi-hectare quelque part dans un village. Et qui a à peine un compte Wave. À peine un compte Wave, elle ne peut pas être tracée. Elle n'a même pas une carte nationale d'identité. Là, ça devient un sérieux problème pour les acteurs parce que on ne peut pas composer avec ce genre d'acteurs. Oui, on ne peut pas la prouver, non, elle n'est pas référencée. Ouais. Elle n'est pas dans le système, en Le fait. système. Du coup, nous, en tant qu'entreprise, on bâtit tout ça. C'est nous qui organisons les coopératives. C'est nous qui les créons. On accompagne la structuration, leur mise en place, la formation, l'organisation des assemblées générales. Faire en sorte pour avoir une personnalité juridique pour pouvoir contacter. Ensuite, l'accompagnement des instruments techniques de production, les former à l'économie agricole pour qu'ils puissent comprendre le minimum du langage, Oui. du business que vous voulez faire ensemble. Ben, c'est pas juste une parcelle de riz, c'est une entreprise. C'est ça. Donc, du coup, il y a tout. C'est beaucoup de travail, de C'est la construction. durée qu'on se donne, donc on prend tout notre temps. Oui, c'est quelque chose de longue haleine. À ce moment-là, vous construisez pour pouvoir récolter plus tard parce que ce sont des entreprises qui vont devenir matures. Il y a des gens qui vont prendre le lead et qui vont vous décharger. C'est ça. Donc, il y a tout ça et faire une usine dans un endroit, bon, on va venir aux difficultés, mais faire une usine dans un endroit où il y a autant de défis, ça fait que finalement, ça prendra du temps. Ça prendra du temps pour le faire, pour mettre en place tout ça. Et puis, ouais, donc, on a accepté de prendre le temps pour mieux faire les choses. Ça en met de patience. Ouais. Beaucoup de patience. Et tout à l'heure, on parlait du terrain. J'ai envie de demander quels ont été tes plus gros chocs quand tu es arrivé sur le terrain, dans tes entreprises, que ce soit sur le volet riz ou sur les autres volets. Quels ont été les plus gros chocs du terrain que tu as eu et qui t'ont fait remettre en cause ton modèle? Oui, déjà, pour être très clair, 2 choses. Mais la première,
parce que c'est une question publique. Mon gros choc, c'était la question de la qualité de l'électricité en Côte d'Ivoire. Je vais dire que moi, je vais peut-être tout le temps au village. Je voyais que nos villages sont électrifiés. Il n'y avait pas de problème. Il y a du courant. Il y a du courant, mais je découvre le problème lorsque je suis de mettre une industrie. Et que tu sais, j'ai fait venir ma première unité de la Chine en 2019, mais n'a jamais été branchée jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Je dis que ma première unité est venue en 2019, mais n'a jamais été branchée. 7 ans après. 7 ans après, parce que le territoire où j'ai l'unité, j'avais du courant, mais je me suis jamais posé la question, est-ce que c'est un bon courant ou pas? Donc, on a un courant précaire. Tu vois, autant de petits détails qui handicapent la dynamique entrepreneuriale. On a des territoires où on a du courant qui peut juste allumer une ampoule et allumer un poste de télévision. Et ça ne peut pas soutenir une industrie. Même si vous devez priver toute la zone de courant avec l'usine, ça ne serait même pas suffisant. C'est sur le terrain que j'ai découvert ça. Et d'Abidjan, tu ne peux pas comprendre. C'est vrai, il y a quelqu'un que chez moi, j'ai du courant qui ne peut pas allumer un congélateur ou il ne comprendra pas. Et oui, c'est la réalité du lieu rural. Et il faut prendre en compte, et on n'avait pas pris en compte, on a construit des bâtiments, on a fait des trucs, on a fait venir, on dit bon, il faut maintenant tirer le courant, on dit ah ouais, mais le courant ne peut pas. Le courant ne peut pas être tiré. Ouais. Ah, ouais. Ça c'est un choc. Et ça remet tout en cause, ça remet la date de démarrage, ça remet les budgets, et on est là, on attend. C'est ça, et à cela va s'ajouter la lenteur administrative, parce que lorsque tu vas décider toi-même maintenant de te tirer une ligne privée, c'est là tu découvres la lenteur administrative, ou quelque chose qui peut être fait en 1 mois peut se faire en 2 ans. Parce que celui qui va venir déjà faire une étude sécurelle va te donner 10 fois un rendez-vous avant de se présenter finalement. Et ensuite, il finit de faire sa visite pour faire son rapport. Il va te mettre 2-3 mois. Pourtant, tu as payé pour le service. Et tu te retrouves en train de... C'est des délais. Dans tes délais qui n'arrivent jamais. Ouais, donc c'est compliqué. Donc, quand on veut faire un projet, en tout cas de cette envergure, dans les zones qui ne sont pas les zones urbaines classiques, il faut en tenir compte. J'ai stocké mes machines depuis cette date jusqu'à aujourd'hui dans des magasins que je continue de rouler. Je peux t'imaginer, je veux dire. 7 ans de location. 7 ans de location à ne rien faire. En espérant même que les machines ne prennent pas en coup à force de ne pas avoir été utilisées pendant si longtemps. Mais il y a moyen de les entretenir. Bon, souvent, tu peux faire venir un groupe électrogène juste pour quelques compartiments. Oui, ça, on le fait ou faire des bidons, faire en sorte que quand même, le matériel soit entretenu, oui. Et c'est vraiment une chose à laquelle on ne pense pas. Hein. Souvent, quand on parle des défis de l'entrepreneuriat, on parle de financement, on parle d'accès aux intrants, on parle souvent même d'environnement réglementaire, de taxes, de fiscalité, mais l'accès à l'électricité, ouais, quand même, faut y penser. Et ça, c'est vrai que ça se découvre pas ailleurs que sur le terrain. Et l'autre gros choc, ça a été? Je l'ai dit, c'est la lourdeur administrative. Ah oui, la lourdeur administrative. Ce qu'on peut faire, il y a des choses qu'on peut faire en 2 jours. Pourquoi nous obliger de le faire en 2 mois? Ouais, en 6 mois. En 6 mois, souvent, non. Parce qu'il y a le souci de digitalisation aussi de l'administration, je pense. Parce que si la chaîne était vraiment digitalisée, qu'on n'était pas obligé de faire intervenir l'humain à chaque niveau à chaque maillon, on va peut-être aller plus vite. Tu sais, je suis quelqu'un, je suis de cash, généralement. Je pense qu'on a un assainissement profond à faire dans notre administration publique. Je veux dire que souvent, dans l'administration publique, tu rencontres malheureusement des travailleurs qui, tu as l'impression qu'ils sont là malgré eux,
qu'il faut les supplier pour faire le job pour lequel ils sont rémunérés sur le dos du contribuable. Donc, je pense qu'on a un vrai problème d'éthique professionnelle dans l'administration publique qu'il faut corriger. C'est vrai. En fait, il y a beaucoup de problèmes. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes dans l'administration publique, dans l'éthique. Mais, comme je dis, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais vraiment, c'est clair que c'est des sujets sur lesquels il faut s'appesantir, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Parce que, à la fin, comme tu dis, quand on travaille, c'est pour servir les autres. Et quand on travaille en tant que fonctionnaire dans une administration, en anglais même, on dit civil servants. Ça veut dire, on sert les gens, on sert la population, donc, on va arriver à cette compréhension. C'est sûr. Et on va s'en sortir. En fait, il y a tellement de problèmes quand on regarde souvent l'environnement dans lequel on évolue. On se rend compte qu'il y a tellement de problèmes parce qu'on peut partir d'un secteur. Là, on est parti de l'agriculture et surtout d'un problème avec l'administration, avec l'électrification parce que tous ces problèmes-là sont imbriqués et il faut pouvoir vraiment refondre complètement le système pour apporter une solution durable. Et je pense que l'autre problème que j'ai observé, qui était pour moi aussi un choc, c'était le problème de formation d'ouvriers qualifiés. C'est vraiment de loin, on a de la formation agricole en Côte d'Ivoire, la formation agricole de qualité. Mais tu peux pas t'imaginer le parent pauvre de la formation agricole quand il observe de loin. On forme beaucoup d'ingénieurs de qualité, on forme beaucoup de techniciens de qualité. Mais notre agriculture de masse n'a pas forcément besoin d'ingénieurs. Je dis que la classe de produits, la grande partie des agriculteurs sont des agriculteurs familiaux. Agriculteurs familiaux, donc des agriculteurs familiaux. Et puis, on a des fermes à taille humaine. Oui. Sur 1 hectare, on ne peut pas payer un ingénieur. On ne peut même pas payer un technicien. Sur 2 hectares, on ne peut pas payer un technicien. Surtout qu'on sait où on estime savoir faire. On a besoin d'un ouvrier. Et malheureusement, on ne forme pas d'ouvriers. Nous, on a fait venir des machines agricoles dans l'ouest du pays qui ont mis 1 an à rouler parce qu'on ne trouvait pas de pilote, de simples pilotes. De simples pilotes d'un motoculteur, de simples pilotes d'une moissonneuse batteuse, tu en cherches, tu n'en trouves pas. Parce que on n'a formé personne au métier. Tu cherches un mécanicien machine agricole, tu n'en trouves pas. Parce que, voilà, on a des mécaniciens auto, mais on n'en dit pas qui ont été spécialisés en génie agricole, qui peuvent... et ça fait que on a beaucoup d'investissements qui finalement ne marchent pas. Moi, j'ai vu des coopératives à qui l'État a offert des tracteurs et qui 6 mois après l'ont abîmé parce que simplement ils ne savaient pas qu'il faut faire la vidange d'un tracteur. C'est-à-dire qu'on allume, on met du carburant, et on a de l'eau, on rebesoin de taper, il arrête de reprendre. Et après, il y a le problème de pièces. Il faut trouver les pièces de qualité. Il faut trouver déjà le mécanicien qui sait comment cette machine-là fonctionne. C'est ça. Donc, il nous faut vraiment former des ouvriers qualifiés. On a besoin de la classe ouvrière, c'est le parent pauvre de la formation agricole. Vous savez, à côté du riz, on a des exploitations à Bengourou, on a des fermes d'élevage et tout. Mais même trouver un porcher, je dis, compétence, porcher. Tu vas sur des fermes, des porchers, c'est un jeune qu'on va recruter au village, là. Et il approche sur le tas. On lui dit, viens surveiller mes porcs. Non, un porcher, c'est un métier. C'est un métier qui demande des compétences avérées. C'est quelqu'un qui peut regarder l'animal dans ses yeux et savoir qu'il y a un problème. Un porcher, c'est quelqu'un, en fonction simplement de la démarche du sujet, il peut savoir s'il est ballonné ou pas. C'est ça le porcher. Il arrive à détecter, il arrive à observer l'animal, à faire un diagnostic, il arrive à contrôler un plan de prophylaxie, il arrive à faire ça. C'est ça le porcher. Oui, parce qu'à la fin de la journée, c'est lui qui partage le quotidien des animaux. Et c'est pareil dans beaucoup de nos filières. Tu as du mal à trouver un volailler. On recrute des jeunes là sur le tas, on leur dit de venir surveiller la ferme de volailles. Mais
c'est pas le métier. Il faut être volailler, il faut se former pour ça. J'ai accompagné beaucoup d'acteurs dans la filière EVA. Tous les seigneurs en Côte d'Ivoire sont recrutés dans la sous-région parce que notre système de formation ne forme pas les seigneurs. On encourage les gens à faire des plantations d'EVA, on n'a pas de seigneurs. En tout cas, le problème des seigneurs. Je pense quand même qu'il y a des choses qui sont faites, mais qui restent très largement en dessous de la demande. Parce que déjà, pour se faire former, il faut que les gens aient les formations, que la formation existe. Il faut que ce soit accessible, donc il faut que ce soit quelque chose qu'ils puissent payer. Il faut qu'ils ne soient pas obligés de se déplacer sur 500 kilomètres pour aller se faire former avant de revenir dans leur village, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver en temps. À 500 kilomètres, là, il a largement le temps de se faire détourner, de se faire débaucher, ou bien même de changer de voie. Donc, il y a vraiment ça. Formation, emploi. Même actuellement, on est en train de recruter, on prépare pour décembre l'ouverture de notre usine, là. Même sur la chaîne d'usinage. Je dis que au stade où on est, nous, on n'est pas encore au niveau, on va aller recruter des étudiants l'INP pour venir gérer notre ligne d'usine. Tu vois, on peut prendre un ingénieur pour gérer la chaîne. Même pas des ingénieurs à chaque maillon de la chaîne. Ouais, on a besoin d'ouvriers qualifiés sur ça parce que pour l'instant, on est sur une ligne de 2 tonnes heure. Donc, on ne peut pas se permettre de recruter les seniors à tous les niveaux de la chaîne. Donc, ça, il y a un véritable problème d'adéquation de la formation qui est adressée. Il faut l'orienter en fonction du plan stratégique de développement qui est en cours, en fonction de l'évolution des acteurs au sein des filières et des compétences qu'on recherche. Moi, je vois beaucoup de jeunes qui disent qu'ils n'ont pas de tâches, qui n'ont pas. Pourtant, nous, on a plein de postes à pouvoir sur lesquels tu ne trouves pas de compétences. Ouais. Il y en a pas. Il y en a très peu. Ouais. Il y en a très peu. Et tout à l'heure, tu as parlé de plan stratégique de développement. C'est tellement important parce que il faudrait arriver à voir l'agriculture comme un secteur stratégique. J'ai l'impression que parfois, l'agriculture est plus perçue comme un secteur à aider, un secteur où il faut à la limite faire du social, mais pas un secteur stratégique. On le dit dans le discours, on dit beaucoup secteur stratégique, telle place dans le PIB, tel pourcentage d'emploi que ça représente, mais c'est vraiment comme on a l'impression qu'il faut aller aider ces gens à subvenir à leurs besoins et non pas arriver à quelque chose qui peut vraiment faire une différence en termes de stratégie. Ouais, oui, je suis d'accord avec ce narratif. L'agriculture n'a pas besoin d'aide, a besoin de soutien. Je veux dire que notre agriculture est un secteur stratégique qui manque encore suffisamment de volonté politique. Et de stratégie. Je veux dire, les stratégies existent, mais l'opérationnalisation est souvent pas suffisamment présente. Nous, la Côte d'Ivoire peut être autosuffisant en riz en 5 ans. Sans magie. Tu le crois? Sans magie. Je veux dire qu'on a l'écosystème s'y prête. On a une disposition naturelle pour y aller. Mm-hmm. Mais le discours va pas suffire. Il faut investir. En 2026, nos bas-fonds ne sont pas aménagés. En 2026, on a encore des rendements de 2,5 tonnes à l'hectare où on peut faire 6. C'est-à-dire, on a 2,5 tonnes à l'hectare où on peut faire 6. Et en 2026, on continue dans cet village à récolter le riz avec des fossiles. On continue de tourner le bas-fond avec la daba. Donc, on est loin. On est très loin. On est encore un peu loin. C'est un secteur qui a besoin d'énormément de financement. Pas dans une dimension d'aide, mais dans une dynamique de structurer. De structurer, professionnaliser. Professionnaliser avec une vision claire de ce qu'on veut de notre agriculture. Et comme tu as dit, c'est un secteur aussi où on doit accepter que les choses prennent du temps. Oui, on n'a pas besoin de financement classique dans l'agriculture. On a besoin de 2 choses. On a besoin d'un financement lent et d'un financement d'impact.
Si l'un est absent, ça ne va pas marcher. Je veux dire que soit nos banques se réinventent et mettre en place des mécanismes de financement lents, patients et à impact, soit on trouve un mécanisme pour financer de l'agriculture avec un véhicule de financement lent, patient et à impact. Parce que le financement doit prendre en compte le fait que les aléas, là, l'agriculteur, c'est pas à lui de l'assumer. Je plante mon riz, il n'a pas plu, et moi, je n'ai aucune pression sur Dieu. Aucun moyen de lui dire faire venir la pluie. C'est à son bon vouloir. Donc, si je suis en train de faire du riz de plateau et que j'ai fait mes prévisions de pluie, je l'ai semé, ça ne s'est pas venu, faut pas demander à l'agriculteur de rembourser. Il faut que ce financement soit capable de prendre en compte, d'avoir une conscience des réalités du terrain. Et ça, tous les pays qui se sont industrialisés au niveau agricole sont passés par cette étape. Et nous devons y arriver. Si on veut vraiment faire progresser notre agriculture, il faut quand même, à un moment donné, on accepte de perdre. On accepte de faire un investissement de masse pour doter nos territoires de moyens de produire. Et ça, c'est pas la responsabilité du petit producteur. Oui. Bon, tout ça se fait un peu avec les projets de développement, ça se fait avec les mécanismes d'assurance qu'on essaie de mettre en place, mais peut-être que il va falloir accepter que comme tu as dit tout à l'heure, déjà l'agriculture, le financement de l'agriculture ne peut pas se faire comme on finance n'importe quelle entreprise, parce que qu'on le veuille ou non, les sujets sur lesquels nous travaillons, ce sont les agriculteurs avec leur réalité de précarité financière, avec leur réalité d'analphabétisme très avancé, avec les réalités de mentalité qu'il faut faire évoluer. Donc, c'est quelque chose qui est très long. Est-ce qu'on va arriver à avoir un secteur privé qui peut vraiment accepter de supporter tout ça? Ou bien est-ce que il faut laisser la part belle à l'État et laisser Après, l'État ne peut pas aussi prendre en charge tous les agriculteurs. C'est d'ailleurs l'État qui doit continuer, et l'État le fait déjà, mais il faut aller plus loin. L'État doit continuer à repenser sa position. C'est-à-dire que souvent, on se retrouve sur des éléments où l'État est en compétition avec le privé. Je prends le secteur agricole dans lequel je suis. Pendant que des entreprises privées, comme la nôtre, lancent des solutions d'accès à la mécanisation, l'État continue peut-être de faire des campagnes de distribution de machines agricoles. Après, il faut aider aussi. Je veux dire, bon, peut-être qu'il faut mieux structurer la façon dont les choses se font. Il faut structurer parce que un entrepreneur ne peut pas être sur un territoire en train de faire un service pour lequel il est imposable. Et puis, l'État vient par derrière pour donner le même service gratuit. Si l'État veut démocratiser, l'État subventionne. Les acteurs qui sont déjà dans l'activité pour leur dire, j'ai telle couche, je veux qu'ils aient accès au service. On subventionne pour un moment pour leur permettre d'avoir accès à ce service, donner-leur ce service gratuitement. Mais quand l'État aussi commence à faire ce même service avec la machine de l'État, parce que lui, l'État peut le faire gratuit, ça prend l'entreprise. C'est vrai. Donc, je pense qu'on a Il faut vraiment créer de bonnes synergies entre l'État et le secteur privé. Parce que souvent, l'entreprise est auxiliaire aux actions de l'État. Et ça, il faut le comprendre. L'entrepreneur aussi, on doit être dans les bonnes dispositions pour aller parler avec l'État, discuter. C'est ce qu'on ne fait pas beaucoup. C'est ça, parce que pour que l'État sache qu'il y a un entrepreneur là-bas, c'est vrai qu'on fait des études avant le projet, mais il faut qu'on le connaisse. Il faut qu'on sache ce qu'il fait. On est beaucoup dans la critique, plus dans la proposition. Et je pense que dans un passé récent, je pense que j'étais aussi dans la critique, jusqu'à ce que je me dis non, il faut passer le cap, il faut être dans la proposition, il faut être présent. Il faut être dans la machine, il faut porter la voix avec le bon ton, parce que l'objectif, en fin de compte, c'est de trouver un système qui fonctionne. C'est vrai, l'État et le secteur privé doivent trouver des synergies. Et l'une de ces synergies-là, justement, c'est sur les sujets de financement.
Quelle a été, toi, ton expérience en tant qu'entrepreneur sur le financement de ton activité? Déjà, comment est-ce que tu as procédé? Tu as tout fait sur fonds propres? Est-ce que tu as eu à prendre des crédits qu'il a fallu rembourser? Quelle a été l'expérience dans ce cas-là? Ou bien il y a eu des sources de financement alternatives? Alors, j'ai touché à tout. Épargne personnelle, crédit. Moi, j'ai bénéficié du soutien de l'agence emploi jeune. Ah oui, Plus de 40 millions. c'est très bien. J'ai touché, je pense que j'ai touché vraiment à tout, mais je pense que la clé chez nous, vu qu'on est vraiment dans un secteur agricole, que je te dis que c'est un secteur qui a besoin de financement vivant. Et les financements comme les financements de l'agence emploi jeune ne sont pas des financements d'investissement. Tous les C'est pas dans le financements de secteur. quoi? Moi, je conseille pas vraiment un entrepreneur qui est en phase d'investissement. C'est un bon véhicule de financement. Le programme de l'agence emploi jeune, c'est un très bon véhicule, mais ça, c'est beaucoup plus destiné à un fonds de roulement, D'accord. qu'à de l'investissement. Parce que c'est un investissement qui ne partage pas le risque. Pas du tout. Et on a dans le secteur agricole spécifiquement, on a besoin de véhicules et de mécanismes de financement qui partagent le risque avec l'entrepreneur. Ah, mais personne ne veut partager le risque parce que les structures de financement sont bien souvent, c'est l'argent des gens. Ça. Et c'est vers ça qu'il faut aller. Mais je pense que le ministre de la Jeunesse commence à comprendre parce que j'ai vu qu'il vient de mettre en place un mécanisme d'equity. Ça, c'est bien. Où l'État fait des prises de participation directement dans les entreprises. Ça, c'est parfait. Parce que l'État... Parce que oui, en tant qu'actionnaire, si on perd ensemble. Si on gagne ensemble. Personne ne rembourse son C'est avis. ça. Et c'est vers ça qu'il faut partir si on veut créer des champions nationaux. Il faut courir le risque avec nos jeunes. Il faut accepter de courir le risque avec ceux qui s'engagent, avec ceux qui agissent, avec ceux qui prennent déjà suffisamment de risques et qui ont déjà fait leurs preuves. Et ça, c'est important de comprendre. Je pense qu'on peut réussir fabriquer 10 champions nationaux par an a plus d'impact que de remettre 1 million à 1000 jeunes par an. Il y a plus de marge de chèque. Ouais. Tu vois. Et surtout dans le secteur agricole que je connais, on ne crée pas un business à 1 million. Non, surtout. C'est un secteur budgétivore. Même pour faire un carré de maraîcher, on a besoin. C'est un secteur budgétivore. Et je fais attention à beaucoup de narratifs que je roule souvent sur les réseaux sociaux. Le secteur agricole, c'est pas un secteur où on crée un business à 1,5 million pour faire 15 millions de mois. Non, surtout pas. Donc ça, c'est... Après, c'est 15 millions en combien de temps? Après combien d'échecs? C'est ça. Donc, Mais nous, on était sur un modèle hybride. On a bénéficié beaucoup de subventions. Moi, je suis un privilégié. Je veux dire que mon parcours va pas être peut-être le parcours de tout le monde, mais dans notre démarche, on a bénéficié beaucoup de subventions. Il y a la fondation Bill Gates qui a apporté une subvention de plus de 200 000 euros chez nous. Il y a l'AFD qui a mis plus de 300 000 euros chez nous. Je veux dire qu'en termes de subventions... Beaucoup de privilèges, on est. En termes de subventions, on a bénéficié beaucoup de subventions, ce qui peut-être est un privilège qui ne serait pas peut-être accessible à beaucoup d'autres jeunes. C'est vrai. Mais c'est parce qu'on savait qu'on était dans un secteur où il fallait avoir un modèle de financement qui s'adapte à la réalité. À défaut d'avoir des banques qui courent le risque, il fallait aller chercher ce qui s'offrait à nous. Mais pour avoir accès à ce modèle, à ce type de financement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça demande... La subvention est plus exigeante qu'un crédit. Parce qu'on regarde des indicateurs. Non, Pour même pas quelle des raison? indicateurs. On regarde ta fiabilité. On regarde ta capacité. Et les éléments d'analyse ne sont pas factuels. Pourtant, en banque, c'est factuel. C'est factuel. On va te On demander... met sur table, les chiffres sont là. Les chiffres sont là, les garanties sont là et on valide. La subvention ne regarde pas ça. C'est beaucoup plus difficile à obtenir. Beaucoup plus difficile parce qu'ils vont regarder ton historique. Ils vont regarder tout ça et ton réseau. Il y a tout ça qui intervient et ça devient plus complexe parce qu'on va décider pour toi sans toi. Le banquier va décider pour toi avec toi. Donc, ça devient plus complexe, ça devient plus exigeant. Et donc,
en fonction de la trajectoire, du modèle de levée de fonds, de mobilisation de ressources pour financer votre entreprise, vous devez vous préparer aux règles d'exigence qui vont avec. Avec chaque mécanisme de financement. C'est ça. Donc, nous, bénéficier d'un financement de la fondation Bill Gates, c'est pas donné. Mais oui, C'est, clairement pas. mais il faut, et déjà en anglais, pour quelqu'un d'un pays francophone, et qui parle pas anglais. Ah oui, l'expérience au Libéria n'a pas aidé. Non, en fait, l'expérience au Libéria m'a été un peu préjudiciable parce que je veux dire que, je t'explique que tu comprennes, quand on rentre au pays en pleine guerre, tout jeune, mes frères aînés ne parlaient que la langue, que l'anglais, pas le français. Et donc, mon père n'est pas resté à Abidjan, il a voulu reprendre sa vie parce qu'il était enseignant au Libéria. Et donc, quand il revient, il n'a aucun ami d'enfance ici et tout. Donc, en fait, il doit tout reprendre depuis le début. Donc, il décide de reprendre depuis l'intérieur du pays. Et on est dans un environnement où il n'y a pas d'école préparée à accueillir des jeunes gens bilingues. Bilingue. Et même pas de bilingues. Anglophone. Anglophone. Donc lui, ton père, il a fait une grande partie de sa vie au Libéria. C'est ça. Il a fait ses études secondaires au Libéria. Et finalement, il a fait toutes ses études supérieures au Libéria. Ensuite, il est sorti enseignant. Et il a enseigné au Libéria jusqu'à ce que la guerre vous oblige à revenir. C'est ça. Ah ouais, quand même. Et donc, ça fait que mes frères, mes deux aînés et ma grande sœur, c'était difficile pour eux parce que c'est un peu comme s'il fallait reprendre totalement un processus d'éducation quand ils étaient déjà en secondaire et dans une école francophone, ils étaient obligés de reprendre le processus de formation. C'était difficile pour eux. Et le père faisant en sorte qu'on oublie l'anglais au profit de France. Donc l'anglais était interdit à la maison. Il fallait parler français. Il fallait parler français et moi, je l'ai vécu difficilement parce que je me rappelle que j'ai été puni 2-3 fois pour avoir parlé l'anglais, donc j'ai détesté la langue. Donc, là. au point où je parle finland. Plus du tout. Et surtout avec ce background-là, ça fait un petit blocage. Justement. Dans le truc. J'avais repris, c'était difficile et le sociologue m'avait dit que je dois faire un retour aux sources. Il faut que je retourne au Libéria pour psychologiquement me reconnecter à tout ça parce que j'ai un blocage avec l'anglais et tout, mais j'ai jamais trouvé le temps. Non. Ah ouais. Le sociologue t'a dit qu'il faut retourner au Libéria pour te reconnecter à la langue. Donc, finalement, en ce moment, tu parles anglais ou pas? Non, je parle pas. Oh. Mais bon, les traumatismes, ça fait quelque chose. Et comment tu as fait alors pour les subventions, même le programme de la Fondation Tony Lumelu, ça se fait en anglais? Oui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je suis un anticonformiste et je ne me fixe pas de limites. Je ne me fixe pas de limites. Je sais que quand j'avais fini à l'époque mes études, je devais participer à un programme avec l'Union africaine parce ils avaient recruté 10 jeunes sur le continent africain, 10 jeunes sur le continent européen pour accompagner l'Union africaine en tant que consultant expert pour mettre en place un programme en Afrique pour soutenir l'autonomisation des jeunes. Il fallait parler l'anglais. Et j'ai postulé. Et à l'entretien, je parlais pas l'anglais. Et puis, ils m'ont dit, mais pourquoi est-ce que j'ai postulé et tout? Et je leur ai dit que si je postulais pas, ils allaient manquer l'opportunité d'avoir un profil qui allait changer. C'est sûr. Mais malheureusement, ils ne parlent pas l'anglais. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais ils m'ont quand même regardé. Ah, ben bon. Mais il faut oser. Donc, j'ai toujours été comme ça. Je laisse pas, je dis, je me fixe pas de limites. Et même quand je remplis pas de critères, je fais ce qu'il faut. Et je mets toutes les chances de mon côté et je fonce quand même. J'ai toujours été comme ça. Avec le programme de la Fondation Big Day devait être fait en anglais.
J'ai trouvé un cabinet qui l'a traduit, et moi j'ai fini de le rédiger. Ensuite, on m'a soumis des entretiens, devaient être en anglais. Une partie de l'entretien, j'étais pas sur le projet jusqu'à la dernier entretien où je devais, alors, j'ai, j'ai bricolé. Mais, Au moins, ça sort un peu. oui, mais c'est clair. Je dis que dans notre vie, j'ai parlé l'anglais. Oui, En fait, je comprends, j'entends, mais les mots ne sortent pas. C'est, parce que tu es bloqué. Ça va venir. Qui sait, peut-être que dans quelques années, le blocage pourrait être levé. Après ce pèlerinage sur la terre, là où tout a commencé. je l'ai fait en fin d'année d'ailleurs. Ah ben voilà, ça veut dire que très bien. On aura un Daniel Oulaï de nouveau bilingue. Qui sait, peut-être même polyglotte. Mais ce que ça dit aussi, c'est qu'il faut pas se fermer les opportunités. Là, tu as expliqué comment tu as pu avoir accès à certaines opportunités grâce à ton projet, grâce à tes convictions. Laissons parler l'anglais et les gens l'ont compris. Ça veut dire que n'importe quel entrepreneur, en tout cas, qui a aussi une forte conviction et qui a un bon projet qu'il porte, on n'est pas obligé de se limiter à la langue. Il faut y aller, il faut tenter. Idéalement, il faut parler anglais, mais si on ne parle pas anglais, on n'a pas s'arrêter à ça. C'est ça. En tout cas, c'est un très beau témoignage. J'aime beaucoup voir que les choses sont possibles. Ça donne de l'espoir. Je me fixe pas de limite. Je t'assure que la dernière fois que je suis allé au Libéria, j'ai pris la voiture et j'ai pris Du Libéria. Comme ça, dans le Libéria. j'avais juste demandé comment voir le nom de village de ma mère. J'ai mis un GPS et j'ai pris la route d'Abidjan au Libéria. Tout seul. Ouais. Et comment ça s'est passé? C'est souvent, quand j'y pense, je ris. Tout le balai que je faisais avec les postes de contrôle, la qualité de l'anglais que je sortais. Mais en fait, mais quand je suis revenu, je me suis regardé, j'ai dit, oh, vraiment, j'ai quelque chose de... J'avais quelque chose. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qui me caractérise. J'ai une capacité d'audace, une forte conviction une forte conviction, une confiance profonde quand je décide de le faire, j'y vais pas. Et Faut y aller. Quand il faut y aller et à fond. Comme mon père le disait, tout ce qui vaut la peine d'être fait vaut la peine d'être bien fait. C'est ça. Avec excellence, toujours. En tout cas, c'est très bien. Et sur l'expérience bancaire, je veux bien savoir comment ça s'est passé parce que beaucoup d'agriculteurs disent on n'a pas accès au financement, les banques ne nous financent pas, quand ils acceptent de nous financer, les taux sont tellement élevés. Pour toi, comment ça s'est passé? pour te rassurer, ma banque ne m'a jamais financé. Ok, je redescends. J'ai demandé 2-3 fois et ma banque, et c'est lorsque j'ai eu mon virement de la fondation Bill Gates en une seule mensualité, ils m'ont tellement fait confiance que mon projet avec Bill Gates, ils ont reversé l'entièreté du financement sans milestone. Waouh. C'est là que la banque, Moi, ça se rend compte que ma gestionnaire avec toute une délégation s'est déplacée pour venir chez nous en entreprise. ce qui n'avait jamais été fait. Jamais. Et Daniel, c'est quoi le projet? Est-ce qu'on peut venir là-dessus? Donc, ce que j'ai compris, c'est que on est sur des territoires où on nous demande de faire nos preuves. Et ça, il faut l'intégrer. C'est ça. C'est-à-dire, on nous demande de faire 5 fois ce que les autres doivent faire une fois. Parce que le secteur agricole, par défaut, est risqué. Et je te garantis, si j'avais créé mon entreprise depuis la France avant de venir, j'étais à un autre niveau. Ça, je l'ai compris. Ah oui, Et je pense que ça a été mon plus gros regret. je n'aurais pas fait depuis la France. Tu aurais dû créer là-bas. Parce que c'est pas le même traitement. C'est pas le même traitement là-bas, Ici, pour venir ici, c'est pas le même traitement. quand on sait que l'entreprise a été créée en France. C'est tellement dommage. C'est pas le même traitement. Et souvent, j'ai comme l'impression que souvent, on est comme si on te demandait d'avoir une validation extérieure. Comme si c'était aussi important
de préciser que j'ai fait mes études de l'autre côté, comme si c'était vraiment aussi important de dire j'ai un associé français, comme si c'était vraiment important. Et ça, il faut en être totalement conscient. Il faut en être totalement conscient. Et ça, si tu décides de créer l'entreprise ici et d'avoir un personnel 100% produit du système ivoirien, faut savoir que tu vas faire face à ces idées Il va reçues. falloir faire ses preuves encore et encore, rassurer encore et encore. Donc, certes, on doit faire nos preuves, donc on le fait. C'est tellement dommage, tellement, que même à l'intérieur du pays, on ne parvient pas à se faire confiance. J'ai un aîné qui disait, je reprends ces mots, un aîné entrepreneur qui me disait, lui, quand on s'est rencontrés, que je parlais des questions de financement, il a maintenant une banque à lui. Il me disait, Daniel, tu sais pourquoi j'ai créé une banque? Parce que moi, quand j'étais encore entrepreneur, j'étais déjà milliardaire et que la banque continuait de me refuser du financement. C'est-à-dire que je suis crédible. J'ai déjà fait un chiffre d'affaires de milliards. Non, je recevais encore des refus. On me demandait des garanties. Et il me disait qu'il allait même à mettre en garantie une parcelle familiale où il y avait la tombe de son père. Pourtant, à projet égal, il avait des collègues entrepreneurs français qui venaient sans garantie et qui obtenaient le même Donc, montant. on est le même montant ici en Côte d'Ivoire. Ouais. Quitte à ne pas avoir de garantie, à avoir un associé étranger. Je pense qu'on a aussi un travail de nationalisation de nationalisation de l'accompagnement entrepreneurial. C'est important. Je dis que c'est pas de la xénophobie, hein. C'est vraiment le fait d'avoir une politique de protection. Il faut protéger, promouvoir les entrepreneurs locaux. C'est ça, nos champions, de les accompagner. Parce que sinon, toutes nos entreprises vont se retrouver à être détenues par des non-nationaux. Ouais. Parce que quand Daniel ou quand la Grénothèque devient une grande entreprise et que elle a ses usines à Mans, l'emploi est local, totalement. Exclusivement. Ensuite, ses fournisseurs sont dans cette locaux. C'est-à-dire que C'est de la richesse qui se crée pour le pays, dans le pays, pour les Ivoiriens. Et en termes de capacité à impacter, c'est énorme. Je peux me revendiquer. Aujourd'hui, je me revendique 2700 petits producteurs. Je veux dire que ceux qui produisent le riz autour de nos unités, c'est 2700 personnes. Ah oui, c'est énorme. Donc, redistribution de richesse à 2700 personnes. Ce type d'entreprise, l'accompagner à passer à l'échelle. Il suffit juste qu'on multiplie notre capacité de production par 10, qu'on peut multiplier ce nombre par 10. Donc, on peut Parce que les bases sont déjà solides. On peut se retrouver à 27 000 personnes. C'est énorme. Et ça, c'est des choses qu'à un moment donné, il faut qu'on soit capable de l'assumer, que ça devienne un projet de société. Voilà. Effectivement. Il faut qu'on soit capable de l'assumer. Ouais. Et de le faire. Après, comme on dit, c'est une personne qui garde pour les autres. Malheureusement, je pense que les banques se basent, comme tu as dit tout à l'heure, sur des faits, sur un historique. Et peut-être que nous les locaux n'avons pas été forcément à la hauteur de leurs attentes. Mais bon, après, s'ils sont traumatisés, je pense que c'est une chose dont ça va venir. En fait, il faut savoir que les choses sont des cycles. Ça va venir. On aura de vraies banques. Parce qu'on est en train d'avoir une vague d'entrepreneurs locaux qui se lèvent et qui veulent vraiment bien faire les... Et des entrepreneurs locaux qui deviennent des banquiers. C'est aussi en train de se mettre en place. On a 2 banquiers que je vois qui sont des locaux, qui étaient de l'autre côté de la barre, qui aujourd'hui sont devenus banquiers. Ils comprennent ce narratif parce que c'est attaché à leur histoire. Oui. Et c'est comme ça, en fait, que les cycles changent. Et de plus en plus, certains commencent à comprendre qu'on n'est pas tous amenés à être des entrepreneurs. Des Ivoiriens peuvent devenir des investisseurs. Oui. Des Ivoiriens peuvent rentrer dans le capital d'autres Ivoiriens. On n'est pas tous obligés de créer des entreprises.
C'est vrai. Donc ça, il y a cette éducation qu'il faut avoir. On n'est pas, faut casser la dynamique de vouloir créer une armée d'entrepreneurs. Faut que chacun comprenne son positionnement et l'assume. Je peux décider que moi, je n'aime absolument pas prendre de risques ou bien que je n'ai pas de temps pour développer une entreprise, mais je vais investir dans des entreprises. Dio. Non, en tout cas, l'entrepreneuriat, c'est le cardio. C'est le cardio. Si tu n'as pas le cardio, mieux tu laisses. Mais ouais, il faut le faire. Et puis, ça, peut-être qu'il faut penser aussi en termes de financement alternatif, des fonds ou des mécanismes par lesquels des gens de la diaspora, des gens même qui sont locaux peuvent prendre des participations sans que ça devienne illégal. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont essayé, bon, je ne sais pas si c'était légal ou pas, ou bien si ce qu'ils faisaient était bien ou pas, mais chaque fois, j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a eu volonté de faire appel à l'épargne publique, prise de participation dans pour des entreprises, ça a été très vite bloqué. Parce que c'est quelque chose qui est très encadré. C'est vrai, faut sécuriser l'argent des gens, mais il faut aussi trouver le juste milieu pour que les entrepreneurs puissent se développer. Ah, tu sais, ce vent vers la création d'entreprises, c'est récent quand même en Côte d'Ivoire. Il faut Quand même. pour l'apprécier. Mais pour beaucoup, c'est l'entrepreneuriat de subsistance. Parce que le chômage est ce qu'il est. C'est maintenant que nos États aussi sont en train de gagner en maturité en tout ça, que la loi Start-up, c'est hier. C'est récent. C'est récent. Donc, je pense que les réformes sont en cours. On va y arriver. On va y arriver. Moi, je suis très optimiste sur les sujets. Je suis très optimiste. Il faut que les efforts soient de tous les côtés. Il faut qu'aussi nous, en tant qu'entreprise, on s'organise autour des plateformes, on s'organise, on se restructure, on soit de plus en plus responsable et que aussi on inspire confiance. Parce que pendant qu'on se bat et qu'on dit qu'il faut faire confiance aux jeunes, on a aussi plus d'un jeune qui n'ont pas mérité la confiance de certains aînés. Ou qui ont perdu la confiance parce qu'on leur a fait confiance et ça ne s'est pas forcément bien passé. C'est ça, il faut aussi le savoir. Alors, bon. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, faut pouvoir arriver à se rassembler. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir arriver à faire. Faut arrêter de se voir comme des concurrents ou bien des ennemis à abattre, mais se voir comme des bâtisseurs d'écosystèmes. Parce que de toute façon, quel que soit le marché, il sera difficile qu'une seule personne, qu'une seule entreprise puisse capter toutes les parts. Donc, il faut accepter de collaborer, il faut accepter de se mettre ensemble pour avancer. Et savoir rester ce qu'on est. Tu sais, on commet l'erreur de penser que l'entrepreneuriat, c'est un tremplin pour devenir politicien. Ça, c'est une bêtise. Il faut le dire parce que ça vient pervertir la stratégie. Parce que si on continue de faire ça et que le politique, dans son esprit, pense qu'en accompagnant l'entrepreneuriat, il fabrique un concurrent. C'est grave, c'est un problème. On ne devient pas entrepreneur pour devenir politicien. Je veux dire, avec tout ce que ça demande comme culture. En tant qu'entrepreneur, on crée de la redevabilité. Moi, j'ai vu jusqu'à quel point, à l'ouest du pays, des gens prenaient du temps à s'afficher et prendre une simple photo avec moi. Parce que je sais tout ce qui se dit dans leur entourage. Ils vont vouloir se résulter un jour. Daniel travaille avec 2000 personnes ici, il peut devenir, mais j'entends ça. Daniel faire ceci, il a envie d'être que dans 5 ans au conseil régional, j'attends ça. J'ai envie d'être entrepreneur. Je n'ai pas envie d'être politicien. Il faut être capable aussi de construire ce narratif. Mais parfois, les gens voient aussi bon, j'ai pas envie de dire la politique. J'ai envie de dire le service à la communauté comme la continuité de l'entrepreneuriat. Ils se disent, à l'échelle de mon entreprise, j'arrive à toucher tel nombre de personnes et à faire telle et telle chose qui sont bénéfiques à ma communauté. Je pense que si j'ai une plateforme beaucoup plus grande, je pourrais mieux m'exprimer. Pour certains, c'est une suite logique. C'est pas forcément calculé. Mais quand c'est calculé, là, ça devient malsain. Ouais. Donc, il peut arriver que tu reçoives la paie. Mais ça ne doit pas être dans la stratégie. Pour moi, c'est quelque chose. Je sais que souvent, ça arrive sur des territoires où tu es tellement reculé qu'à un moment donné, moi, j'ai eu un petit problème comme ça avec un élu pour qui j'ai beaucoup de respect et je pense qu'il n'avait pas compris parce que vouloir faire une usine sur un territoire
hein, ça draine du monde, ça crée de la redevabilité. Et c'est cette redevabilité qui fait peur. Parce que on peut faire basculer à tout moment qu'on le veuille ou pas, on devient un acteur qui compte dans l'écosystème. Donc, à un moment donné, j'ai commencé à sentir une forte pression de sabotage. Quand j'ai fait venir mes machines, j'ai été victime d'une agression qui n'a pas dit son nom, c'est-à-dire qu'on a stocké les machines et juste quelques semaines plus tard, on a eu un vol où ils sont venus nous prendre quelques moteurs, et des moteurs, des engins qui n'ont pas pris, ils ont mis du sel. C'est du sabotage. C'est du sabotage. Donc, on a apprécié tout ça, mais on a compris qu'effectivement, il fallait clarifier notre position. Et ça aussi, c'est important, clarifier. Je suis allé au contact pour expliquer aux uns aux autres que je suis entrepreneur. Je ne suis pas politicien. Et pour l'instant, je n'ai aucune ambition politique. Et qu'il faut qu'on me laisse contribuer. C'est sur ce terrain-là, moi, j'ai envie de me bâtir. Et que, voilà. Donc ça, c'est vraiment aussi important. Un entrepreneur, c'est l'entrepreneur. Ton politicien, c'est le politicien. Et si tu as envie de faire la bataille politique, il faut sortir des rangs, il faut te déclarer clairement pour faire la bataille politique, pour ne pas pervertir notre mission. Donc ça aussi, c'est les petits éléments qu'il faut être en mesure aussi de comprendre qui souvent, parce que la politique sur nos territoires, c'est pas un milieu d'ange. Et donc, voilà. Pour revenir à tout ça, je pense que on a vraiment besoin d'entrepreneurs qui restent concentrés. Concentrés, c'est ce qu'on est en train de bâtir. Parce que c'est ce qui est important. Il faut rester concentré, c'est ce qu'on est en train de bâtir. Et savoir qu'on ne bâtit pas que pour nous, on bâtit pour les autres, pour tous ceux qui nous font confiance. Et que sur sa plonge, il y a beaucoup d'espoir qu'on brise. Beaucoup d'espoir. Donc, il faut garder tout ça à l'esprit. Voilà, ça. C'est vrai. Et parlant justement on construit pour les autres, de créer de l'espoir et de partager de son expérience. Tu as écrit un livre, Devenir agripreneur, donc entrepreneur agricole, un voyage initiatique au cœur de la terre africaine, de la foi et de l'audace entrepreneuriale. Comment t'est venue l'idée d'écrire un livre? Alors, je veux dire, après 9 ans de parcours, je rencontre beaucoup de jeunes qui viennent me voir au bureau avec des projets qui me disent, écoute, Daniel, j'ai besoin d'1 million, je veux créer une entreprise. Il y a ce vent qui souffle et il y a cette vague-là qui veulent rejoindre la dynamique, mais souvent qui n'ont pas pris le temps de se questionner sur ce que c'est que ce milieu. Donc, j'ai senti une responsabilité de partager mes 9 ans de marche. L'expérience, de vécu. Donc, j'ai juste pris une pause, j'ai mis sur papier chaque étape, chaque difficulté, comment est-ce que je l'ai remonté. Et souvent, il y a des gens qui parlent en m'entraînant. Et je pense qu'il était important qu'il y ait un entrepreneur qui le dise. Un entrepreneur du continent qui le dit, que ce ne soit pas juste des journalistes qui expliquent nos aventures, nos mésaventures, souvent avec beaucoup d'exagération. En fonction de comment on veut orienter C'est ça. Le contenu. Donc, j'avais envie de garder la justesse des mots, la vératicité des faits, et puis prendre en compte le contexte, parce que je l'écris pour les jeunes de nos territoires, je l'ai pas écrit vraiment pour la diaspora. J'ai écrit pour les jeunes, pour rencontrer tous les jeunes entrepreneurs, ivoiriens, porteurs de projets. Porteurs de projets. C'est vraiment pour eux que j'ai rédigé ce livre. Et je suis revenu sur quelques aspects qu'on ne dira pas forcément à une conférence ou devant une caméra, mais que je pense qu'ils vont découvrir dans les lignes et qui vont leur permettre d'éviter des erreurs qu'on a commises. Je me suis dit que c'est une responsabilité de faire sauter des étapes à des gens. C'est-à-dire, les erreurs que certains aînés ont déjà commises, vous n'êtes pas obligé de les commettre. Vous pouvez juste comprendre comment est-ce qu'ils sont passés par là et ça vous permet d'aller plus vite. C'est vrai. Mon père m'a dit qu'on tisse une nouvelle natte sur l'ancienne. Donc, il faut un modèle sur lequel il faut tisser. J'ai voulu que ce livre serve de cette ancienne natte sur laquelle
d'autres jeunes pourront tisser de nouvelles qui seront plus belles, qui seront mieux designées, voilà. Parce qu'on veut bâtir un écosystème et on veut grandir ensemble. C'est très noble. Donc, en termes de message, si tu devais donner 3 messages clés dont tu parles dans le livre, ce seraient lesquels? Dans le livre, je reviens sur 3 choses. La première, c'est la préparation. Ouais. Et ça, j'entame tout de suite la question de la préparation parce que j'estime que le meilleur investissement de l'entrepreneur, c'est l'investissement en soi-même. C'est pas l'investissement dans ton projet. Tu es ton plus gros capital. C'est un plus gros capital. C'est toi le premier capital d'entreprise. Donc, il faut investir en toi d'abord. Il faut que toi-même, tu sois prêt pour ce projet. Parce qu'un bon entrepreneur, une personne préparée, peut driver une mauvaise idée et en faire une idée à succès. Une personne qui n'est pas préparée peut avoir la plus belle idée du monde et la détruire. Donc, en fait, ce qui est important, c'est toi. C'est est-ce que tu es le bon entrepreneur, tu es la bonne personne pour cette idée. Est-ce que tu es la bonne personne qu'une équipe peut accompagner, peut faire confiance pour bâtir quelque chose. Donc, c'est d'abord toi. Et mieux, c'est en toi. Je le dis aussi que les gens investissent dans les hommes, pas dans les projets. Que ce soit le banquier, que ce soit l'investisseur, le business angel que tu rencontres sur ton chemin, c'est pas dans ta boîte qu'ils investissent. C'est dans l'homme, c'est dans l'humain. Parce qu'il a confiance en ta capacité d'exécuter ton idée. Exécuter ton idée. Sinon, c'est pas dans l'idée qu'il met son argent. C'est en toi qu'il va mettre, c'est toi qu'il va écouter. Comment tu défends ton idée? Comment tu peux piloter? Comment tu peux l'adresser? Comment tu vas faire face aux difficultés, aux défis? C'est tout ça qui te convainc et qui te met ton argent. Donc, c'est d'abord toi qu'il faut préparer. On passe trop de temps à rédiger un business plan, à faire des pitchs, à préparer toute la documentation. On oublie de se préparer. Mais se préparer soi-même. Je reviens sur ça. Faut se préparer. Et la deuxième chose sur laquelle je reviens aussi, c'est dans le parcours. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles je reviens, mais pour moi, c'est important, c'est parce que je l'ai vécu difficilement, c'est le fait de pouvoir faire attention à la lumière précoce. La lumière précoce. C'est le prestige, c'est bien. On a envie qu'on parle de nous. On a envie qu'on tape Daniel sur Google, qu'il se soit bien référencé. C'est très bien référencé. Moi, j'ai trouvé au moins 3 pages sur Google qui parlaient exclusivement de Daniel Oulahi. Mais il faut savoir le faire au bon moment. Et malheureusement, très souvent, les gens ont tellement envie de montrer des modèles en Afrique qu'on nous met en lumière trop tôt. Et lorsqu'on voit un petit étincelle qui fonctionne, on a envie de le brandir comme un modèle à succès. Donc, je pense que il faut regarder, il faut voir ça, il faut faire attention à beaucoup trop de lumière précoce, souvent qui viennent étouffer le travail, étouffer en fait le fait que tu dois vraiment être sur le terrain et charbonner. Et quand les lumières souvent sont éteintes, les promesses disparaissent. Ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Quand les lumières sont éteintes, les promesses faites à la lumière disparaissent. Parce que les promesses qui sont respectées et maintenues, c'est celles qui ne sont pas faites à la lumière. C'est celles qui sont faites dans la discrétion. Et qui ne sont pas motivées par la volonté d'être aussi à la lumière. C'est vraiment important. Donc, et ça, je l'explique avec des faits. Je reviens sur le fait que déjà en 2018, Forbes me mettait en lumière comme étant parmi les 30 jeunes de moins de 30 ans les plus prometteurs du continent. C'est trop grand, ça. Mais je dis prometteur, pas accompli. Oui, mais je veux dire que, mais sauf que, d'abord, c'est quelle presse qui dit? C'est important. Et comment est-ce que le commun des mortels le comprend? Le perçoit, c'est ça. C'est un prodige. Tu vois, voilà ce que ça envoie. Et vu sur un continent où le niveau de vie des jeunes, c'est difficile, parler de prodige, ça envoie souvent le message qui n'est pas le juste message. Donc, on dit de moi être un prodige quand je suis même pas encore en mesure d'assurer mes loyers. Tu vois. Et ça m'a surclassé. Ça m'a surclassé tout de suite.
j'avais des propositions dont je ne suis pas préparé à accepter. Passer sans transition de jeune entrepreneur en construction à Bosance. Ouais, j'avais besoin de capital de démarrage quand on me proposait du financement de série A. Moi, j'avais pas besoin d'1 million d'euros, j'avais pas besoin de 2 millions d'euros, on me proposait même 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Quand j'avais juste besoin de 200 000 euros, j'avais vu besoin de moins de 500 000 euros. J'étais à ce stade. Et tous ceux qui pouvaient me proposer ça disparaissaient parce qu'on se disait que il a passé le niveau. Il a passé ce niveau, ça ne l'intéresse pas. Et sans oublier toute la love money qui a disparu. Un entrepreneur, ça, sa love money, c'est un problème. Tu vois. Nos oncles, mais La love money. qui pouvaient passer 1 ou 2 millions. Quand ils t'appellent, ils te disent Daniel de Forbes. Tu vois. Donc, du coup, je suis passé du cousin, du petit-neveu, du fils Daniel qui devait soutenir à Daniel de Forbes. Daniel de Forbes. Tu vois. Donc, je pense que la lumière, il faut faire très attention à la lumière précoce qui est faite à nous brandir sans nous soutenir. Et ça, en tant que jeune entrepreneur africain, il faut faire attention à cette lumière. Les gens, on nous brandit beaucoup trop, on nous soutient moins. Il faut l'inverse, on a besoin de soutien. Peut-être moins de lumière, plus de soutien. Beaucoup plus de soutien. Et la dernière chose comme conseil sur lequel je reviens dans le livre, c'est qu'un entrepreneur est un homme de réseau. Si tu n'es pas capable de construire un réseau, c'est pas la peine. J'entends des gens qui disent « Ah, je connais personne », mais ton métier, c'est de connaître les gens. C'est ça. C'est ça, en fait. Il faut aller là où il y a les gens. Il faut aller là où il y a les gens. Qui t'a fait quelques sacrifices? Il faut connaître les gens. Ton métier, c'est connaître les gens. C'est d'être en relation. C'est de bâtir un écosystème qui te porte. Un écosystème qui t'accompagne. C'est pas le nombre de cartes de visite que tu as. C'est pas ça. C'est pas le nombre de cartes de visite que tu collectes à des forats. C'est pas ce qui va te faire de toi un entrepreneur à succès. C'est le nombre de contacts que tu as. Les connexions que tu auras tissées. C'est ça. Qui décroche et qui répond et qui agit quand tu as besoin d'eux. C'est ça, en fait. Et c'est ça le véritable réseau. Donc, si tu n'es pas capable de construire ce réseau-là, pour moi, ça sera difficile d'être un entrepreneur à succès parce qu'on ne peut pas bâtir un étagère. Il faut en bâtir en communauté. En vérité, j'ai jamais vu d'entreprise à succès qui est faite par une seule personne. Ça n'existe pas. Toute seule dans son coin, en vase clos. C'est pas possible. C'est difficile. Et souvent, c'est dans les moindres détails. Je me rappelle, mon mentor, je devais rencontrer quelqu'un qui pouvait déclencher quelque chose. Et je me suis renseigné, la personne venait prendre son thé à l'hôtel Ivoire, quelque part là, où la petite bouteille d'eau est à 2 000. Mais si tu veux vraiment parler à cette personne, il faut acheter un bouteille. Il faut être là. Parce que la prise de rendez-vous, la rencontre dans un endroit formel, c'est pas la même expérience dans une discussion informelle. C'est dans la discussion informelle que les humains se rencontrent. C'est vrai. Découvre. Et il faut avoir une stratégie pour cette discussion informelle. Parce que quand on dit que c'est des oiseaux, le même plumage qui volent ensemble, il faut donner l'impression que tu es de ce milieu-là. Oui. Dans ce milieu, tu vas les rencontrer. Tu veux être grand et tu refuses d'aller là où les grands se rencontrent. Et ça a un prix d'être là. Je sais, quand j'étais ici encore à Faya, je m'étais inscrit simplement pour rencontrer le gars en question. Je m'étais inscrit à une salle de gym au niveau de l'immeuble à côté d'Hôtel Ivoire, là, comment ça s'appelle? ITC. Parce que la personne que je voulais rencontrer allait faire son sport là-bas. Et ça coûte cher. Oui, c'est sûr. Une salle de sport à l'ITC. Ça coûte cher. Et je ne suis même pas quelqu'un de très sportif. Mais pour de vrai, je me suis mis au sport. J'ai commencé à faire les sports qu'il aimait faire parce que je voulais me retrouver là et qu'il soit là pour qu'on se parle. Ah ouais, il faut être très intentionnel dans son réseautage. Ça, c'est un point. De là à aller faire du sport. Ouais. Juste pour parler à ce sportif que je devais rencontrer. Il faut être prêt à faire les sacrifices. Souvent, on se dit, moi, je suis entrepreneur, je veux garder mon authenticité. Je veux pas courir après les gens pour ne pas être trop redevable, mais c'est très important aussi de dire que on se construit difficilement seul.
Et pourquoi Il faut aller, tu es faire du dans, réseau. tu es dans un voyage de redevabilité et toi, t'as pas envie d'être redevable à quelqu'un. C'est vrai que la vie, c'est juste un échange de bons procédés. Ouais. Donc, c'est très intéressant tout ça et ça fait surtout beaucoup de conseils pour les entrepreneurs agricoles et pour les porteurs de projets agricoles. Et sinon, en termes de perspective pour toi, quels sont tes projets d'avenir avec la Granotech? Alors, déjà, il faut inaugurer l'usine cette année. C'est ce qui nous, inaugurer l'usine, finir les études de caractérisation, du riz. Ensuite, inaugurer l'usine et perspective d'ici 2030, c'est qu'on a envie on a envie d'être le leader dans la distribution de riz local, dans la production et la distribution de riz local en Côte d'Ivoire. Euh, ce n'est pas seulement prospective, quand je veux dire, c'est vraiment là où On vous est pas compte d'aller. c'est envie de travail. Que Dieu facilite. Et il y a un point dont on parle pas beaucoup, souvent quand on parle d'entreprise, parce que souvent c'est très propre à chaque entrepreneur et c'est très subjectif. Pour vous, ça sera quoi l'avenir de la Granotech quand Daniel ne sera plus là? Quand Daniel ne sera plus là, ah ben, la Grande Tech va continuer d'exister. Déjà aujourd'hui, je suis même plus l'actionnaire unique. Et je pense que l'entrepreneur, c'est celui qui prépare son après. Pour tout te dire, moi, je vais prendre ma retraite. Hein. Je ne suis pas un entrepreneur à vie. Je prendrai Pas un bourreau de travail jusqu'au boutiste, travailler jusqu'à la mort. je vais faire autre chose. C'est comme l'engagement. Je crée l'entreprise, je l'ai créée comme un instrument d'engagement. On ne s'engage pas toute la vie. Je dis qu'à un moment donné, tu passes la main, tu montes la voie, tu crées une masse critique de personnes qui peuvent continuer la bataille et tu passes à autre chose et tu conseilles. Donc ça, ces cycles de vie là, il faut les comprendre. Moi, j'ai pas envie de rester entrepreneur toute ma vie, non pas du tout. J'ai plein de choses que je veux explorer. J'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie d'être utile autrement. Donc ça va venir. Même pour l'instant, je suis entrepreneur, mais la Granotech, elle doit continuer d'exister après moi. Et certainement, ceux qui vont la reprendre auront une vision encore plus grande que la mienne et vont la porter encore plus haut que ce que j'aurais fait. Mais on a nos objectifs pour l'instant à atteindre et on compte pouvoir donner le meilleur de nous pour l'atteindre et puis laisser l'héritage. D'accord. Et du coup, c'est quelque chose que tu conçois comme une entreprise qui pourrait être une entreprise familiale ou tu es très ouvert à explorer d'autres options avant de changer de format d'engagement? Alors déjà, je pense que on y va vers ça. La RSE au sein de l'entreprise est pilotée par mon épouse, aussi en charge de la fondation. Donc oui, autour aussi de l'entreprise, il y a beaucoup de notions de famille. L'un de mes aussi associés est finalement devenu mon beau-frère parce qu'il a épousé ma sœur. Oui, il y a des gènes qui commencent à se mettre en place pour qu'on arrive à ça, à ce que ça devienne une entreprise familiale. Bon, j'ai aussi une sœur à mon épouse qui bosse chez nous. Ah oui. Ta famille est très bien représentée dans la Granotech. Je pense que oui, ça peut peut-être arriver. Ça dépendra aussi des actionnaires qui vont entrer. Après, c'est à moi de veiller à ce qu'on ne soit pas suffisamment dilué parce que j'ai quand même une forme de responsabilité quand même À préserver. à préserver cet héritage-là. Ouais. C'est très bien. En tout cas, ça a été un très bel échange, très enrichissant, très profond aussi. Je pense que Daniel est un homme de profondeur. Mais avant de nous séparer, avant de conclure, j'aimerais bien avoir ton mot de la fin pour les entrepreneurs, pour tous les entrepreneurs agricoles qui te regardent, pour les investisseurs et tous les acteurs du monde agricole, pour l'État aussi.
J'ai une image que je partage souvent rapidement. On dit qu'il y a un roi qui devait mourir et ce roi n'avait pas d'enfant mâle. Et il avait que des femmes, des filles, et que malheureusement dans ce royaume, on n'avait pas encore ce besoin, ce fort besoin d'égalité de genre. Il fallait être un homme pour hériter du trône. Donc il a fait appel à tous les jeunes du royaume pour sélectionner la personne qui allait le remplacer. Et il y avait 1000 personnes qui étaient candidats. Et il a appelé les sages du royaume pour les départager. Donc il y avait l'épreuve et les sages ont donné des énigmes que les jeunes devaient défricher. Et au soir, il y avait 100 personnes qui étaient restées. C'était l'épreuve de l'intelligence. Et le roi n'était pas satisfait. Le roi voulait aller plus loin. Il leur a dit d'aller travailler les champs pendant une semaine sans repos. Sans repos. Et après cette épreuve, il y avait seulement 10 personnes à travers les champs. Oui. C'était l'épreuve du courage. Le roi voulait choisir une seule personne. Et le jour de sa décision, il est rentré dans sa case, il est sorti avec des graines de maïs, il a distribué sur eux tous. Il leur a dit, allez-y et revenez 10 jours plus tard, je vais dire qui sera mon successeur. Les graines de maïs, normalement, 3 à 4 jours vont germer. À partir de 10 jours, vous aurez de petits plants. Et parmi eux, il y avait un jeune qui est revenu avec un pot vide. Parce qu'il a tout fait, sa graine n'avait pas germé. Ses amis avaient même commencé à lui dire de remplacer sa graine et tout. Il ne voulait pas tricher. Et à un moment donné, sa mère, qui lui avait donné cette éducation, était venue le voir pour lui dire, écoute, c'est une question de royauté. Pour une fois, tu peux tricher un peu. Il a dit à sa mère, maman, l'éducation que tu m'as donnée là, je suis tellement attaché à cette éducation. Je n'en ai appris à ne jamais tricher. Je pense que là, tu es sous l'influence, mais je ne vais pas tricher. Il s'est présenté à la cour royale avec un pot vide. Et quand ils sont arrivés, ils étaient tous alliés. Et tout le peuple a commencé à crier à mort. Parce que lui, il avait un pot vide et que selon eux, il n'allait pas exécuter les instructions du roi. Le roi s'est levé de son fauteuil. Et à chaque fois, il demandait aux jeunes, est-ce que c'est vraiment la graine que je t'ai remis? Et chacun répondait, oui, mon stémorel et tout. Et à un moment, il a dit au peuple que parmi ces jeunes, c'est un seul qui mérite ma pense. C'était celui qui n'avait pas de graines de maïs. Il n'avait pas de plan. Parce qu'en fait, les graines que le roi avait distribuées étaient tous des graines cuites. Donc, ça pouvait jamais germer. C'était l'épreuve de l'intégrité. Et il avait besoin de quelqu'un d'intègre. Et pour moi, aujourd'hui, on est dans un environnement où les gens sont tellement à la recherche de l'argent tout de suite, du gain rapide, qu'on n'a pas le temps de passer au travers de ces 3 éléments qui font en fait ce qui bâtissent des grands hommes. D'abord, l'intelligence. On a besoin d'être intelligent pour pouvoir entreprendre. J'ai besoin d'être brillant, avoir un esprit vif, capable de réagir et de répondre quand on a besoin de réponse. Mais on a besoin de courage. C'est quand vient le moment, souvent tu es intelligent, mais quand vient le moment de charbonner, de faire le travail pour lequel tu as besoin de résultats, on fuit le travail. On a envie de dormir à 20 heures comme tous les autres. Ceux qui réussissent dorment à 1 heure du matin et se réveillent à 4 heures. C'est une routine quotidienne. Donc, il faut accepter de payer le prix, de travailler plus que tous ceux que tu embauches chez toi. En fait, tu n'embauches pas les gens pour travailler à ta place. Tu les embauches pour déléguer ce que tu n'es plus capable de faire. C'est ça. Donc, il faut vraiment accepter de charbonner. Mais l'intelligence et le courage ne suffira pas. Ce qui va faire la différence, c'est ton intégrité, parce que c'est sur l'intégrité que tu bâtis des relations de confiance. J'ai parlé de réseau, mais le vrai réseau, c'est les réseaux qui se bâtissent dans un environnement de confiance. Parce que ta réputation peut parler de toi à ton absence. Est-ce que dans ton dos, on peut dire à Daniel, on peut faire confiance? Est-ce que quelqu'un est capable de dire, sur lui, je parie? Quelqu'un est capable de dire, si moi ce chèque, tu n'as même pas besoin de contrat, il peut exécuter. Et c'est sur ce dernière étape que beaucoup fléchissent. Et pour moi, c'est l'élément le plus important. On a besoin d'intégrité, on a besoin vraiment d'avoir des jeux d'entrepreneurs en qui on peut faire confiance pour bâtir des relations de commerce qui soient sains, qui soient dépourvus de toute suspicion. C'est vraiment ce que moi je voulais laisser comme vous le faites. C'est très beau. Très belle histoire, très beau message.
ça donne matière à réfléchir et surtout ça donne aux entrepreneurs qui vont nous suivre de se recentrer sur ce qui est vraiment essentiel et de réviser leur position s'il y a lieu. Merci beaucoup en tout cas d'avoir bien voulu participer à AgroMakers, de nous avoir partagé ta vie, ton expérience, des exclusivités, en tout cas que je n'avais pas encore vues. Merci beaucoup, merci pour ton temps, merci pour ton engagement en faveur de la jeunesse, en faveur de l'agriculture, en faveur des communautés et de tout le social. Et on se dit à très bientôt. Sur d'autres cieux, peut-être, à la dédicace du livre. C'est bientôt, non? Si, en mai. En mai. Donc voilà, donc à très bientôt et bonne continuation à la Granothèque. Merci.